Te voilà de retour en Allemagne. Comme je t'envie! Je n'ai pas revu ce pays depuis mes années d'étudiant, mais le charme de ces années agit encore sur moi, tout comme la largeur de vue, la liberté intellectuelle, les discussions, la musique, la camaraderie enjouée que j'ai connue là-bas. Et voilà que maintenant on en a même fini avec l'esprit au beau, l'arrogance prussienne et le militarisme. C'est une Allemagne démocratique que tu retrouves, une terre de culture où une magnifique liberté politique est en train de s'instaurer. Il y fera bon vivre. Ta nouvelle adresse a fait grosse impression sur moi. Et je me réjouis que la traversée était si agréable pour Elsa et les rejetons. Personnellement, je ne suis pas aussi heureux que toi. Le dimanche matin, je me sens désormais bien seul. Un pauvre célibataire sans but dans la vie. Mon dimanche américain est au-delà des vastes mers que je ne passe en pensée. Je revois la vieille maison sur la colline, la chaleur de ton accueil. Une journée que nous ne passons pas ensemble était si incomplète. M'assurais-tu? Et notre chère Elsa, qui accourait vers moi en s'écriant « Max, Max !» Puis m'entraînait à l'intérieur pour déboucher une bouteille de mon schnapps favori. Et vos merveilleux garçons, surtout ton Heinrich, si beau. Quand je le reverrai, il sera déjà un homme. Et le dîner, où j'espérais manger un jour comme j'ai mangé là-bas. Maintenant, je vais au restaurant et devant mon roast-beef solitaire, j'ai des visions de cet exquis jambon en brioche, fumant dans sa sauce au vin de Bourgogne, et de spätzle, oh, ces fines pâtes fraîches, et ces asperges incomparables. Non, décidément, je ne me concilierai jamais avec mon régime américain. Et les fins, si précautionneusement déchargés des pâtes allemands, et les toasts que nous avons portés en levant nos verres pleins à rabord, pour la 4e, la 5e, la 6e fois. Naturellement, t'as bien fait partie. Malgré ton succès ici, tu n'es jamais devenu américain. Maintenant que notre affaire est si prospère, tu te devais de ramener tes robustes fils dans leur patrie pour qu'ils y soient éduqués. Quant à Elsa, sa famille a dû lui manquer toutes ces longues années. Ses proches seront également contents de te voir, j'en suis sûre. Le jeune artiste impécunieux de naguère, devenu bienfaiteur de sa famille. Voilà un petit triomphe du savoir modestement, je le sais. Jacob, les affaires sont toujours bonnes. Mrs. Levin a acheté le petit Picasso au prix que nous demandions. Ce dont je me félicite. Je laisse lentement venir Mrs. Freshman à l'idée d'acquérir la hideuse Madone. Personne ne se soucie de lui dire que telle ou telle pièce de sa collection est mauvaise, vu que toutes le sont. Néanmoins, je n'ai pas tant ça incroyable savoir-faire pour vendre à des matrons juifs. Certes, je peux les convaincre de l'excellence d'un investissement, mais toi seul avais cette approche spirituelle de nature à les désarmer. De plus, elles n'ont certainement pas confiance en un autre juif. J'ai reçu hier une charmante lettre de Brisée. Elle me dit qu'elles sont faites de belles bouches de Vienne-Pierre, ma petite sœur. Elle a le rôle principal dans une nouvelle pièce qu'on joue à Vienne, et les critiques sont d'excellence. Les années décourageantes qu'elle a passées avec des petites compagnies commencent à porter leurs fruits. Pauvre enfant, ça n'a pas été facile pour elle, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle a du gros, en plus de la beauté, je l'espère du talent. Elle me demande des nouvelles, Martin, avec beaucoup d'amitié. Plus la moindre amortine de ce côté-là. Ce sentiment passe vite à son âge. Il suffit de quelques petites années pour que la blessure ne soit plus qu'un souvenir.
Aucun de vous deux n'était à blâmer. Ces choses-là comme sont comme des tempêtes. On est dans votre aussi, foudroyé, impuissant. Puis le soleil revient. On n'a pas complètement oublié l'expérience, mais on est remis du choc. Il ne reste à Grisel que le sentiment de la douceur, et non plus du chagrin. Toi ou moi ne nous aurions pas comportés autrement. Je n'ai pas écrit à ma petite sœur que tu étais rentrée en Europe, mais je le ferai peut-être si tu penses que c'est judicieux. Elle ne se lit pas facilement et je sais qu'elle serait contente de sentir qu'elle a des amis non loin. 14 ans déjà que la guerre est finie. J'espère que tu as entouré la date en rouge sur le calendrier. C'est fou le chemin que nous avons parcouru en tant que peuple depuis le début de toute cette violence. Mon cher Martin, laisse-moi de nouveau t'étreindre par la pensée et transmets mes souvenirs les plus affectueux à Elsa et au garçon, ton fidèle Max. Max, mon cher vieux compagnon, merci de la promptitude avec laquelle tu m'as envoyé les comptes et le chèque, mais ne te crois pas obligé de me commenter nos affaires avec un tel luxe de détails. Tu sais que je suis d'accord avec les méthodes. D'autant qu'ici à Munich, je suis débordée par mes nouvelles activités. Nous sommes installés, mais quelle agitation! Comme je te l'ai dit, il y avait longtemps que cette maison me trottait dans la tête. Et je l'ai eue pour un prix dérisoire. 30 pièces et un parc de près de 5 hectares et demi, tu n'en croirais pas tes yeux. Mais il est vrai que tu ignores à quel niveau de misère est réduit mon pauvre pays. Les logements de service, les écuries et les communs sont très vastes. Et crois-le ou non, pour les 10 domestiques que nous avons ici, nous payons le même prix que pour les 2 seuls que nous avions à San Francisco. Aux tapisseries et autres pièces que nous avions expédiées par bateau s'ajoutent nombre de beaux meubles que j'ai pu me procurer sur place. Le tout est d'un effet somptueux. Nous sommes alors très admirés, je n'ai pas dire enviés, ou presque. J'ai acheté 4 services de table de la porcelaine la plus fine, une profusion de verre en cristal et une argenterie devant laquelle Elsa est en extase. À propos d'Elsa, non, c'est trop drôle. Voici qui va sûrement t'amuser. Je lui ai offert un lit énorme, gigantesque. Un lit comme on n'en avait encore jamais vu. 2 fois grand comme un lit double, avec des montants de bois sculptés vertigineux. En l'occurrence, j'ai dû faire fabriquer des draps du plus beau lin. Elsa riait comme une gamine en le racontant à sa grand-mère. Mais celle-ci a secoué la tête et grommelé. « Nein, Martin, nein! Vous avez fait ça! Mais maintenant, prenez garde, parce qu'il va encore grossir pour remplir son lit! Ya, dit Elsa! Encore 4 grossesses et je tiendrai tout juste de là! Ah, tu sais quoi, Mars? Eh bien, c'est vrai. Pour les enfants, il y a 3 poignets. Chica et Roblin ne sont pas ensementés. Il y a un précepteur. Leur allemand est exécrable. Tristement moitié est anglais. Pour la famille d'Elsa, la vie n'est plus aussi facile qu'avant. Ses frères ont tous une profession libérale, mais quoique très respectée. Ils doivent vivre ensemble, forcés de partager une maison. À leurs yeux, nous sommes des millionnaires américains. Ils sont fous de beaucoup, mais néanmoins, l'importance de nos revenus nous place dans la catégorie des nantis. Les combustibles de qualité sont extrêmement chers. Et les troubles politiques sont fréquents. Mais maintenant, avec la présidence de Heidenberg, un grand libéral que j'admire autant, c'est un relations presse déjà de participer à la gestion municipale. J'y songe. Un statut officiel pourrait être tout à notre avantage localement.
Quant à toi, Max, ce n'est pas parce que nous t'avons abandonné que tu dois devenir un misanthrope. Trouve-toi immédiatement une gentille petite femme, belgérante, qui sera au petit soin pour toi et te nourrira comme un roi. Le tout donnera bonne humeur. Crois-moi, ma prescription est bonne, même si elle me fait sourire. Tu me parles de Grisel. Cet amour de fille a bien gagné son succès. Je m'en réjouis avec toi. Encore que le fait qu'elle, une jeune fille seule, soit obligée de se battre pour réussir me révolte. N'importe quel homme peut comprendre qu'elle était faite pour le luxe et la dévotion, pour une vie facile, où le bien-être épanouirait sa sensibilité. Ses yeux noirs reflétaient une âme grave, mais aussi quelque chose de dur, comme de l'acier, de très audacieux. C'était une femme qui ne fait rien, qui ne donne rien à la légère. Hélas, cher Max, comme toujours, je me trahis. Tu as gardé le silence durant notre aventure orageuse. Tu ne m'as fait aucun reproche, à moi, ton ami, quand ta petite sœur souffrait. Et j'ai toujours senti que tu savais que je souffrais également. Et pas qu'un peu. Mais que pouvais-je faire? Il y avait Elsa. Et mes fils, encore petits. Toute autre décision eût été inopportune. Pourtant, je garde pour Grisel une tendresse qui survivrait à son mariage, à sa liaison avec un homme autrement plus jeune que moi. Tu sais, mon ami, la plaie se renfermait, mais la cicatrice m'en enseigne encore. Bien sûr que tu peux lui donner notre adresse. Nous sommes si près de Vienne qu'elle aura ainsi l'impression de n'avoir qu'à tendre la main pour avoir un foyer. Tu te doutes qu'Elsa, qui ignore les sentiments que Grisel et moi avions l'un pour l'autre, recevra ta sœur avec la même affection qu'elle t'a reçue. Oui, il faut que tu lui dises que nous sommes ici et que tu la pousses à prendre contact avec nous. Et félicite-la chaleureusement pour son beau succès. Elsa me demande de te faire ses amitiés. Et Heinrich brûle de dire hello à son oncle Max. Ne nous t'oublions pas, petit Max. Mon cher Martin, j'étais heureux de pouvoir communiquer par écrit ton adresse à Grisel. Et on ne tardera pas à la recevoir si ce n'est déjà fait. Quelle réjouissance en perspective quand Grisel vous rendra visite. Je serai avec vous par la pensée, de tout cœur, comme si j'y étais en personne. Tu évoques la pauvreté qu'il y a là-bas. Ici, à cet égard, l'hiver assez rude. Mais naturellement, ce n'est rien comparé aux privations que tu constates en Allemagne. Toi et moi avons de la chance d'avoir une galerie dont la clientèle est si fidèle. Elle dépense certes moins qu'avant, mais même si nous vendons 2 fois moins, nous vivrons encore bien. Sans prodigalité excessive, mais très confortablement. Les tableaux que tu m'as envoyés sont de grande qualité. C'est incroyable que tu as pu les avoir à ce prix dérisoire. Et ils vont partir tout de suite. Et on va en tirer un avantage scandaleux. La vieille Madone est vendue. Et oui, à la vieille Mrs. Freshman. J'hésitais à fixer un prix, mais elle voulait me faire le coup de l'amateur éclairé. Le souffle coupé de
de ma propre audace, j'ai lancé un chiffre astronomique. Me soupçonnant d'avoir un autre client, elle a tout de suite sorti son chèque. Et avec un sourire rusé, elle est repartie avec le tableau. Toi seul peux savoir à quel point j'étais exaltée quand elle est sortie avec cette horreur sous le bras. Hélas, Martin. J'ai souvent honte de moi-même pour les plaisirs que je prends en ces petits triomphes. Toi, en Allemagne, avec ta maison de campagne et ta richesse que tu étales aux yeux des arbres. Et moi, en Amérique, jubilant parce que j'ai roulé une vieille cervelée, on la persuadant d'acheter une monstruosité. Mais quel apogée pour des hommes de 40 ans! Est-ce pour cela qu'on vit? Pour gagner de l'argent par des procédés douteux? Comment dire? Et en faire étaler aux yeux de tous. Je ne cesse pas à faire des remords, mais je continue comme avant. Malheureusement, nous sommes tous embarqués sur la même galère. Nous sommes futiles et malhonnêtes parce que nous devons triompher de personnes futiles et malhonnêtes. Si c'est pas moi qui vend notre horreur à Mrs. Flashman, c'est quelqu'un d'autre qui en vendra une. Pire, c'est une fatalité qu'il faut accepter. Mais heureusement qu'il existe un art où on peut toujours savourer une relation authentique. Le coin du feu, chez un ami, près duquel on peut se défaire de ses petites vénérités et trouver chaleur et compréhension. Un lieu où les angoisses caduquent et où le vin, les livres et la discussion donnent un autre sans faire. Là, on a construit quelque chose que la fausseté ne peut atteindre en s'y sent chez soi. Mais qui est cet Adolf Hitler qui semble en voie d'accéder au pouvoir en Allemagne? Ce que je lis dans son conte m'inquiète beaucoup. Embrasse les gosses et notre abondant trésor, ton affectionné Max. Tu as certainement entendu parler de ce qui se passe ici. Et je suppose que cela t'intéresse de savoir comment nous vivons les événements de l'intérieur. Franchement, Max, je crois à nombre d'égards, Hitler est bon pour l'Allemagne. Mais j'en suis pas sûr. Maintenant, c'est lui du fait le chef du gouvernement. Je doute qu'Hindenburg lui-même puisse le déloger, du fait qu'on l'a obligé à le placer au pouvoir. L'homme électrise littéralement les foules. Il possède une force que seul peut avoir un orateur doublé d'un fanatique. Mais je m'interroge. Est-il vraiment saint d'esprit? Ces escouades en chemise brune sont issus de la populace. Ils pillent. Et ils ont commencé à persécuter les Juifs. Mais il ne s'agit peut-être que d'incidents mineurs, de petites écumes troubles, qui surgissent en surface comme bout de chaudron d'un grand mouvement. Car je te l'ai dit, mon ami, c'est à l'émergence d'une force vive que nous assistons dans ce pays. Une force vive
Les gens se sentent stimulés, on s'en rend compte en marchant dans les rues, en entrant dans les magasins. Ils se sont débarrassés de leur désespoir comme on enlève un vieux manteau. Ils n'ont plus honte. Ils croient de nouveau à l'avenir. Peut-être va-t-on trouver un moyen pour mettre fin à la misère. On a trouvé un guide. Pourtant, prudent, je me dis tout bas. Où cela va-t-il nous mener? Vaincre le désespoir nous engage souvent dans des directions insensées. Naturellement, je n'exprime pas mes doutes en public, puisque je suis désormais un personnage officiel au service du nouveau régime. Je clame ma jubilation sur tous les toits. Ceux d'entre nous, les fonctionnaires de l'administration locale qui tiennent encore à leur peau, sont prompts à rejoindre le national-socialisme. C'est le parti d'Herr Hitler. Mais en même temps, ceci est bien plus qu'un simple expédient. C'est la conscience que nous, le peuple allemand, prenons en main notre destinée, que l'avenir avance vers nous comme une vague prête à déferler. Nous devons bouger, et dans le sens de la vague et non à contre-courant. De graves injustices se commettent encore aujourd'hui. Les troupes d'assaut célèbrent toujours leur victoire. Et chaque visage ensanglanté qu'on rencontre vous fait secrètement saigner le cœur. Mais tout ça est transitoire. Si la finalité est juste, ces incidents passagers seront vite oubliés. L'histoire s'écrira sur une page blanche et propre. La seule question que je me pose désormais, vois-tu, tu es le seul à qui je puisse me confier. Et celle-ci, la finalité était juste. Le but que nous poursuivons est-il meilleur qu'avant? Parce que, tu sais Max, depuis que je suis dans ce pays, je les ai vus. Ces gens de ma race, j'ai appris leur souffrance. Le pain de plus en plus dur. Les corps de plus en plus maigres, les esprits malades. Ils allaient mourir. Ils étaient pris jusqu'au cou dans les salles mouvantes d'espoir. Ils allaient mourir, Max, ils allaient mourir. Et là, un sauveur, un homme est apparu, il les a tendus de la main. Et les a sauvés. Tout ce qu'ils savent maintenant, c'est qu'ils vont survivre. Et cet homme, ils le vénèrent. Mais quel que fût le sauveur, ils auraient agi ainsi. Mais à dire qu'il soit un homme digne de ce nom, et non un ange de la mort. À toi seul, Max, je peux avouer que j'ignore qui il est vraiment. Oui, j'ignore. Mais pourtant, je garde confiance. Assez politique. Notre nouvellement maison nous enchante. Et nous recevons beaucoup. Ce soir, c'est le maire que nous invitons. Un dîner de 28 couverts. Ta, 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 ta. Elle a une nouvelle robe en velours bleu. Elle est terrifiée à l'idée de ne pouvoir entrer dedans. Elle est divinement enceinte. Rien de tel pour satisfaire durablement sa femme, Max. Faire en sorte qu'elle soit tellement occupée avec les bébés qu'elle n'ait pas le temps de gendre. Cher Martin, je suis bouleversé par la flux de reportages qui nous parviennent sur ta patrie. Comme ils sont assez contradictoires, c'est donc tout naturellement vers toi que je me tourne pour y voir plus clair. Je suis sûr que les choses ne vont pas aussi mal qu'on veut bien le dire. Notre presse s'accorde à parler d'un terrible pogrom. Qu'en est-il? Sais que ton esprit libéral est encore chaleureux. Nous pourrons tolérer la brutalité et que tu me diras la vérité. Le fils d'Aaron vient tout juste de rentrer de Berlin et il paraît qu'il a échappé belle. Il raconte tout ce qu'il a vu. Les flagellations. Le litre d'huile de ricin forcé entre les lèvres. Et les longues heures d'agonie par éclatement d'intestin. Des horreurs. Ces exactions pourraient
que le simple résidu d'une révolution humaine n'est qu'une trouble, comme tu le dis. Et malheureusement pour nous les Juifs, la répétition ne les rend que par trop familière. Et je trouve incroyable qu'on puisse aujourd'hui, au sein d'une civilisation, faire subir à nos frères le martyre ancestral. Écris-moi, mon ami, écris-moi pour me rassurer sur ce point. Laquelle je grisais fait un triomphe et se donnera jusqu'à la fin du mois de juin. Elle m'écrit qu'on lui a proposé un autre rôle à Vienne et un autre encore superbe à Berlin. C'est surtout de ce dernier qu'elle me parle, mais je lui ai répondu d'attendre pour s'engager que les sentiments anti-juifs se calment. Bien entendu, son nom de scène n'a pas une consonance juive. De toute façon, il était exclu qu'elle monte sur scène avec un nom comme Eisenstein. Mais, pseudonyme ou non, tout chez elle trahit ses origines. Ses gestes, ses traits, la passion qui vibre dans sa vie. Si les sentiments antisémites sont une réalité, elle ne doit à aucun prix s'aventurer en Allemagne en ce moment. Pardonne-moi, mon ami, pour la brièveté de ma lettre et l'absence de liberté d'esprit dont elle témoigne, mais je n'aurai pas de repos tant que tu ne m'auras pas rassuré. Je sais que tu m'écriras en toute honnêteté. Je t'en prie, fais-le vite. C'est haut et fort que je proclame ma foi en toi et mon amitié pour toi et les tiens. Ton fidèle, Max. Le juif est le bouc émissaire universel. Il doit bien y avoir une raison à cela. Et ce n'est pas la superstition ancestrale consistant à la désigner comme les assassins du Christ qui éveille une telle méfiance à leur égard. Quant aux ennuis juifs actuels, ils ne sont qu'accessoires. Quelque chose de plus important se prépare. Si seulement je pouvais te montrer. Non, t'obliger à constater la renaissance de l'Allemagne sous l'égide de son vénéré chef. Un si grand peuple ne pouvait pas rester éternellement sous le joug du reste du monde. Après la défaite, nous avons plié les Chines pendant 14 ans. Pendant 14 ans, nous avons mangé le pain amer de la honte et bu le brouet clair de la pauvreté. Mais maintenant, nous sommes des hommes libres. Nous nous redressons, conscients de notre pouvoir. Nous relevons la tête face aux autres nations. Nous purgeons notre sang de ces éléments impurs. C'est en chantant que nous parcourons nos vallées. Nos muscles durs vibrent, impatients de s'atteler à un nouveau labeur. Et nos montagnes résonnent de voix de haut temps et de temps. Les anciens dieux de la race germanique. Max, cela va te blesser, je le sais, mais tu dois accepter la vérité. Parfois, un mouvement est plus fort que les hommes qui l'initient. De ma part, j'y adore corps et âme. Heinrich est officier dans un corps de jeunesse, selon du baron Van Heinrich. Le nom de ce dernier rehausse encore notre maison, car il rend souvent visite à Heinrich à Elsa. Il admire beaucoup. Quant à moi, je suis débordé de travail. Elsa ne s'intègre guère à la politique. Elle se contente d'adorer notre noble chef. Elle se fatigue vite ce dernier mois. Cela peut signifier que le bébé arrivera plus tôt que prévu. Ce sera mieux pour elle quand le dernier de nos enfants sera né. Je regrette qu'on doive mettre ainsi fin à notre correspondance, Max. Il n'est pas exclu que nous retrouvions un jour sur un terrain où nous pourrons développer une meilleure compréhension mutuelle. Cordialement, Martin Schulz. Il te suffit de me confirmer par un simple oui, à l'exclusion de tout autre commentaire qui serait dangereux pour toi. Cela me
convaincra que tu joues le jeu de l'opportunisme et que tes sentiments profonds n'ont pas changé, que je ne me suis pas leurrée en te considérant un libéral d'esprit droit, pour qui le mal et le mal ont quelque nom qu'on le commette. Cette censure, ces persécutions de tous les esprits libres, ces bibliothèques incendiées, cette corruption des universités, susciterait ton antagonisme, même si on ne met pas le petit doigt contre ceux de ma race. Tu es un libéral, Martin, tu vois les choses à long terme. Je sais que tu ne peux pas te laisser entraîner dans cette folie par un mouvement aussi populaire, fort qu'il soit, et foncièrement meurtrier. Je peux comprendre pourquoi les Allemands acclament Hitler. Ils réagissent contre les injustices qu'ils ont subies depuis la fin de cette guerre désastreuse. Mais toi, Martin, tu es pratiquement devenu un Américain depuis la fin de cette période. Je suis convaincue que ce n'est pas mon ami qui m'a écrit cette lettre, que tu vas me le prouver. J'attends ce seul mot, ce oui, qui rendra la paix à mon cœur. Écris-le vite. Mes amitiés à vous tous. Max. Cher Martin, si joint la traite qui te revient, les comptes du mois, je suis dans l'obligation de te faire passer ce bref message. Grisel est partie pour Berlin. Elle est trop audacieuse. Mais elle a si longtemps attendu son succès qu'elle n'est pas prête à y renoncer. Elle joue au théâtre clinique. Tu es un fonctionnaire du régime. Je te conjure donc, au nom de notre vieille amitié, de la protéger. Va à Berlin si tu le peux, et vois s'il n'est pas en danger. Tu seras chagriné de constater que j'ai été obligé de supprimer ton nom de la raison sociale de notre affaire. Tu sais qui sont nos principaux clients. Ils n'achèteront plus rien dans une maison qui porte un nom allemand. Je ne peux pas discuter ton changement d'attitude, mais tu dois me comprendre. Je ne m'attendais pas à te voir prendre les armes pour mon peuple, parce qu'il est mon peuple, mais simplement parce que tu étais un homme épris de justice. Je te confie mon imprudente Grisel. Cet enfant ne se rend pas compte du risque qu'elle prend. Je ne t'écrirai plus. Adieu, mon ami. Max. Martin, je t'écris de nouveau car j'y suis obligée. Un sombre pressentiment m'habite. J'ai écrit à Grisel dès que je su qu'elle était à Berlin. Elle m'a répondu un mot très bref. Les répétitions se passaient brillamment et la pièce devait être incessamment à l'affiche. Ma seconde lettre, qui contenait plus d'encouragement que de mise en garde, m'a été retournée, non ouverte avec la mention inconnue à cette adresse. Quelles ténèbres véhiculent ces mots? Comment pourrait-elle être inconnue au théâtre même où elle joue? Il s'agit sûrement d'un message signifiant qu'il lui est arrivé malheur. Ah, c'est ce qui s'est passé, mais vous n'en saurez jamais rien, dit-c'est caché sur l'enveloppe. Elle est tombée dans une sorte de vide et il est inutile de la chercher. Voilà tout ce qu'on me dit par ces deux mots. Adressante impeccable. Martin, dois-je te demander de la sauver, de la secourir? Tu as connu sa grâce, son charme, sa beauté. Elle t'a donné ce qu'elle n'a donné à aucun autre homme, son amour. N'essaie pas de m'écrire. Je sais que je n'ai même pas besoin de te demander ton aide. D'apprendre qu'elle est sans doute en danger suffit. Je la remets entre tes mains, car je n'ai aucun autre recours.